Dans ce troisième épisode, on parle de Nicolas Guéguin, un gros morceau, parce que ça va me toucher personnellement. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à la détection de fraude et par extension à la métascience. On va en fait quasiment parler que de lui et également du fait qu'il y a beaucoup de silence autour de la fraude et des personnes qui sont des fraudeurs en série. Et enfin, on va parler du terme sleuth, donc ce terme qui désigne les personnes qui essayent de découvrir des cas d'erreur et des cas d'erreur systémiques et essayer de réparer en faisant rétracter des articles. Je vous souhaite à tous à nouveau une excellente écoute. Alors, on va attaquer une grosse partie pour moi en tout cas, parce que c'est décembre 2017, avec les premières analyses des articles de Nicolas Guéguin. Donc tu viens de dire, hein, ça a commencé en 2014. Pourquoi je dis que c'est important pour moi? C'est tout simplement parce que ça a été une grosse partie de mon domaine de recherche à moi, parce que j'ai travaillé, donc mon directeur de thèse, Fabien Girandola, est un collaborateur qui a beaucoup collaboré avec Nicolas Guéguin et qui, dans ma thèse, m'a demandé de m'intéresser, enfin de tester l'effet du Vous êtes libre 2, donc un effet qui a été trouvé par Nicolas Guéguin en 2000, avec une étude très particulière, parce que c'est une étude dans laquelle des personnes seraient allées dans la rue, je dis bien seraient allées parce qu'on ne sait pas tout à fait, hein, pour demander de l'argent à des gens pour prendre le bus. Ouais. Et dans le groupe contrôle, il y a eu 20% des gens qui ont accepté de donner de l'argent, ce qui me paraît en France en 2000 assez élevé pour le groupe contrôle. Mais surtout, quand on leur disait est-ce que vous pourriez me donner de l'argent pour prendre le bus? Vous êtes libre d'accepter ou de Ouais, refuser. ouais, Cette fois, ouais, c'est 50% des personnes qui donnaient ouais. de l'argent. Et ensuite, tu faisais aussi la comparaison de la somme et tu voyais que c'était le double de la somme, etc. Évidemment, j'ai pas du tout cru et on a fait un gros travail de recherche pour récupérer toutes les études qui ont été faites avec et sans Nicolas Guéguin, avec et sans ses doctorants sur le sujet, pour en faire une méta-analyse qui concluait, si les études étaient vraies, il y a un effet très fort, mais il y a quand même plus des trois quarts des études où le risque de biais est tellement élevé qu'on ne peut pas du tout y croire, et si on les retire, il n'y a plus d'effet. Donc ça a été pour moi une grosse partie. Mais pourquoi j'ai fait cette méta-analyse? C'est aussi parce que j'ai lu tes billets de blog et surtout que j'ai lu l'article dans Le Monde sur les méthodes du chercheur Nicolas Guéguin sur la Mhm. sellette. Ça, je me souviens par cœur du titre, qui m'avait beaucoup remué parce qu'en fait, on y apprenait que en fait, ce chercheur très réputé, qui a fait beaucoup d'études, beaucoup d'articles, assez connu en France quand même sur le sujet, et ben en fait reprenait des mémoires de ses étudiants de licence qui étaient même pas en psychologie enfin en fait, il reprenait leur feuille Excel et quand ça lui plaisait bien, il en faisait des articles Ouais. sans avoir vérifié quoi que ce soit, quoi. Qu'est-ce qui t'a, toi, fait un... Ah oui, et dernier point, il faut savoir aussi par rapport à tout ça que euh, j'ai discuté avec des anciens étudiants de ces doctorants à Bordeaux, parce que ces études venaient à la fois de son université, donc à Vannes, Mhm. Bretagne Sud, Bordeaux, etc., qui disaient, bah, il y a des études que tu as inclus dans ta méta-analyse, qui ont été faites par des étudiants au moment où j'étais étudiant là-bas. Et c'est très clair que les étudiants de ces groupes-là n'étaient pas allés dans la rue pour faire ce qu'ils avaient dit, Ouais. ce qu'ils avaient fait. Et puis du coup, dernier point, tu disais que tu avais eu des sources concernant des personnes qui savaient déjà en avance que Stapel avait fraudé, mais ne disait rien. Moi, j'ai eu de la part de personnes ayant travaillé en Bretagne qui disaient on avait déjà des très gros soupçons sur lui avant. On Ouais. savait déjà beaucoup de choses avant, notamment, et ça c'est un truc de fou, mais il faudra qu'on en parle, le fait qu'il inventait non pas... donc quand on fait une étude, on soumet notre proposition à un comité éthique. Ce comité éthique nous donne un numéro disant voilà, on a accepté. Donc lui, il n'inventait pas ce numéro, il inventait le fait qu'il y avait un comité éthique dans son Oui, université. oui, oui. En fait, il a inventé le numéro parce que, bon, non, il n'inventait pas le numéro parce que le numéro, il utilise toujours le même numéro et c'est en Exactement. 12 chiffres et tu penses que c'est certainement, la référence du dossier, mais en fait, c'est le code INSEE de son labo. Et le truc qui m'a choqué, c'est que ses collègues le savaient, mais ne le disaient rien. Enfin, certains de ses collègues, je ne dirais pas qui évidemment, le savaient, ne disaient rien.
Et disait, de toute façon, il sera gaulé un jour, et donc c'est pas à moi de le faire. Ah oui, mais comment dire en anglais? You don't shit where you eat. Voilà, je m'arrête là. Mais moi, je trouve ça aberrant. Vraiment, je me pose. Ouais. Et comment toi, tu t'es intéressé à ça? Comment tu t'es intéressé à Ah, Nicolas? J'imagine, ça ça a se commencé en suffit. novembre 2015, encore sur Twitter, où Neuroskeptic avait tweeté une étude de Guéguen. Et c'était... alors, j'ai inventé un peu plus tard la phrase Benny Hill Science. Je ne sais pas, vous connaissez Benny Hill, vous n'êtes pas trop jeune. Moi, je Si, je crois que je suis connais. trop jeune, je suis désolé. Bon, c'est une comique anglais des années 70 et il y a énormément de blagues visuelles qui passent par des femmes en sous-vêtements. Euh, Ça a mal vieilli, quoi. Pardon? Ça a mal vieilli, quoi. Ça a mal vieilli. Ça- Ah, une expression pour dire euh, c'était de son temps. Oui, oui, c'était, oui. Et donc, dans cette étude, euh, il y a une femme qui marche dans la rue. Parce que, bon, disons, la vision de la sexualité humaine qui est promulguée par Guéguen est quelque chose que, bon, moi, je trouve euh, absurdement rigolo, mais euh, les adhérents de la psychologie évolutionnaire trouvent ça complètement normal. Ouais. Euh, le meilleur titre, le meilleur titre d'un article scientifique jamais produit. Duration of cunnilingus projects ejaculate volume, a content analysis of pornography. Cherchez-le, mettez le DOI dans les notes du podcast. C'est vraiment. Allez, vendu. Voilà. Et les gens la psychologie évolutionnaire, on trouve ça complètement. Oui, évidemment. Ah oui, c'est intéressant cette étude. Oui, tu peux regarder plein de films porno pour faire ça. Donc, dans cette étude, il y a une femme qui se balade dans la rue et donc c'est le confédéré. Confédéré. Et les participants sont les gens qui se baladent dans la rue derrière elle. Et elle laisse tomber un mouchoir ou un gant, je ne sais plus, et devant un homme ou une femme. Et puis, selon la réaction de l'homme ou de la femme, on marque un point si l'homme ou la femme ne fait rien. On marque 2 points si la personne dit « vous avez laissé tomber un mouchoir » et vous met 3 points si on ramasse le mouchoir et on ramène à la femme. Et donc, il y a 3 conditions. C'est la même femme, c'est les mêmes vêtements, mais dans un des cas, elle a les cheveux longs, flowing, sexy, pub pour la shampoing. Dans le deuxième, elle a attaché, ponytail. Ouais, et dans le troisième, elle a un bun vraiment moche. Et qu'est-ce qu'on trouve? Puisque dans la condition où elle a les cheveux très sexy, les hommes, mais pas les femmes, l'aident beaucoup davantage. Et dans les 2 autres conditions, aucune différence entre les hommes et les femmes. F égale 8, si je me souviens bien. Ah oui. Et bon, les chiffres, quand on regardait en fait, cette étude est très intéressante parce que c'est l'origine de Grimm. Parce qu'on a vu que, à l'époque, on ne pensait pas à Grimm. Mais on a regardé le tableau des résultats et tous les chiffres étaient assez réguliers. Et on s'est dit, je me demande si on peut reconstruire les données originales, sachant que le range c'est 1 jusqu'à 3, et les SD étaient définis et tout terminait par, tout était un chiffre près, pas 2 chiffres près. Et on a pu reconstruire un dataset unique, donc avec toutes les réponses possibles des 30 participants, avec à la main, dans Excel, en 20 minutes, il y a une solution unique. Ah. Et là, c'était la seule correspondance que j'avais avec Guéguen. J'ai envoyé un œil, donc tu m'envoies les données. Et effectivement, cette fois-là, il y avait des données, parce que normalement, il n'y a même pas de données. Et ça correspondait 1 sur 1. Et en fait, c'était cette technique
ça n'aurait pas marché s'il y avait eu des erreurs Grimm. Ça marchait que parce qu'il n'y avait pas d'erreur Grimm. Et c'était l'inverse de ça qui nous a donné, parce qu'ensuite on est allé voir un autre article de lui et on n'a pas pu trouver une solution. Et bon, d'une fois parce que c'était beaucoup plus compliqué, mais surtout parce que certains des moyens ne collaient même pas, parce qu'il y avait des erreurs Grimm. Et donc, on a développé Grimm à partir de ça. Mais le tout premier article qu'on a regardé, qui a donné lieu à l'idée de faire Grimm, était parce qu'on pouvait, et si on n'avait pas lu cet article-là, on n'aurait jamais fait Grimm. C'est très intéressant. Donc, dans ces résultats, on voyait en fait que il y a 30 participants, mais tous les résultats étaient des répétitions de groupes de 6. Donc, il y avait par exemple 24 hommes qui faisaient un 3 dans une condition, il y avait 18 femmes qui faisaient un 2, et etc. C'était toujours un multiple de 6. Et ce n'est que plus tard, quand on a été contacté par un insider qui nous a expliqué comment ça marchait. Donc, il expliquait que Guéguen faisait des formations non forcément à des psychologues, mais aussi à des étudiants en business et économie. Il les enseigne les bases des statistiques très simples, les tests T, les Kikaré, et il les envoie dans la rue collectionner des données pour ensuite les analyser. Et bon, collectionner les données récolter les données dans la rue est extrêmement difficile. Et donc, les étudiants, ils disent, bah, écoute, fuck this, et ils inventent. Ouais. Et ce whistleblower, cet étudiant qui nous a contactés, était dans l'année d'après du groupe qui a fait cette étude. Et c'était 3 femmes. Et on lui a distribué le rapport de ce groupe pour dire, voici un exemple excellent d'un bon rapport. Si tu fais comme ça, tu auras une bonne note. Et ça contient, en fait, les trois femmes qui ont fait cette étude ont chacun inventé des données. Mais les données qui donnaient les meilleurs résultats sont celles qui ont été copiées dans cet article. Donc, il a publié un tiers de ce rapport d'étude, comme s'il avait fait lui-même l'étude ou avec bon, je dirais, faire une étude comme ça où tu balades dans la rue devant 30 ou 90 personnes, ça prend beaucoup de temps et ne même pas mentionner dans les acknowledgements le nom du confédéré, voire le faire co-auteur quand même. Et jamais son co-auteur. Et donc, c'était une étude falsifiée par les étudiants, ensuite volée par le prof, qu'il a publiée sous son propre nom. Et il n'a même pas inventé sa propre théorie. Dans certains cas, il développe ses propres théories. Et il fait une espèce de, comment dire, bingo VIVD, parce que tu as par exemple une étude qui dit les femmes avec les rouges à lèvres, les serveuses avec les rouges à lèvres reçoivent des pourboires plus importants. Et puis les femmes avec les plus gros seins reçoivent des pourboires plus importants. Et puis les femmes avec les plus gros seins, on les invite à danser plus dans les boîtes de nuit. Et puis les femmes avec les plus gros seins reçoivent font l'autostop plus facilement. Et puis les femmes qui portent un t-shirt rouge font l'autostop plus facilement. Et on peut combiner. Hein, il y a une matrice de 15 VI et 15 VD et il les a publiés tout. Et donc certains de ces études sont entièrement imaginés par Guéguen lui-même et certains sont faits par les étudiants, ce qui lui donne l'idée, et les pirates. Et quelqu'un avait trouvé, avant qu'il supprimait son Google Scholar, il avait 337 articles. Et moi, je pense qu'il y a probablement 300 qui sont bidons. Ah oui, d'accord. Alors, ça sera le record. Dans le Retraction Watch Leaderboard, il dépasserait même les anesthésiologues japonais. Et donc, c'est là où le temps que tu as utilisé est intéressant. Il dépasserait, mais en fait, il ne le dépasse pas. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la suite finalement? Qu'est-ce qui s'est passé avec justement le contact des éditeurs, le contact de l'université, etc. En fait, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé une collègue française et j'ai dit, qu'est-ce que tu feras si tu pensais qu'un psychologue français était en train sans citer de nom, je dis un ou une psychologue française, homme-femme, était en train de frauder. Et elle disait,
C'est Nicolas Guéguen. Alors, bon, c'est difficile de dire je propose pas. Si elle avait cité un autre nom, j'aurais dit quelque chose du style, écoute, ne pas essayer de deviner, parce qu'au bout du 5e, peut-être que tu vas le deviner. Mais bon, je suis tombé de ma chaise, donc j'ai dit. Elle a dit mon mari le soupçonne depuis des années. Le soupçonne depuis des années. Et en fait, elle a dit écrire à la SFP, Société française de la psychologie, ce que j'ai fait. Et ils ont dit, bah, écoute, évidemment, ça vraiment. On a fait un dossier de 10 articles vraiment, chaque fois des trucs vraiment accablants. Et il a écrit, ils ont écrit, il a dit, ah oui, ma mère est malade, j'ai pas le temps de répondre, blablabla. Bla, bla, bla. Et au bout d'un temps, ils ont finalement arrêté parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut faire la Société française de la psychologie? À la limite, expulser le monde, mais ils n'ont pas de trucs juridiques. Ça a fini à l'université et apparemment, le président de son université voulait faire quelque chose. Alors, en fait, il y a eu une enquête technique, scientifique, avec le responsable de l'intégrité scientifique, mais le problème, c'est que le responsable de l'intégrité académique d'une petite université française, son job principal est de dire aux bacheliers de ne pas utiliser ChatGPT ou à l'époque de ne pas copier-coller depuis des articles. Ouais. Et son job n'est pas d'investiguer les profs qui commettent la fraude. Et c'est d'ailleurs un problème dans beaucoup d'universités. On a highest standards of research integrity, blablabla, mais ça consiste principalement à dire, vous connaissez South Park, je ne sais pas comment ça marche dans la version française de South Park, mais en anglais, vous avez Mr. McKay qui dit drugs are bad, okay? Et donc, le Research Integrity Officer dans la plupart des universités, c'est fraud is bad, okay? Don't do fraud. Et ensuite, il y avait une enquête disciplinaire, mais personne à son université voulait s'en charger, donc c'était arrivé à l'université de, je pense, Nantes ou Angers. Il y a une université d'Angers? Ouais. Oui, Angers. Et c'était le service juridique, mais pas le service juridique de l'université dans le sens les avocats de l'université, c'était le département de droit. Ah oui, ok. Et c'était juste avant Covid, James et moi, on a témoigné par vidéoconférence bien avant que tout le monde était sur Zoom. C'était innovateur. Mm-hmm. Et moi, j'ai souligné le fait que une des choses, dans au moins deux des articles que nous avons critiqués sur les 10, il y avait des choses, parce qu'en fait, quand on disait, mais comment ça se fait, comment on paye ça, quid de l'assurance, il y a les gens, on fait un truc sur la plage où on regarde les femmes avec les tatouages, est-ce qu'elle va coucher avec toi, et les étudiants faisaient le tour des plages en voiture, mais attends, il faut permis de sortir, il y a l'assurance, il y a des traces. Ah non, ils font ça tous informellement par amour de la science. Mais à un moment donné, il y avait une étude où, alors ça aussi, ça plaît beaucoup au evolutionary psychology, à certaines périodes du cycle mensuel, les femmes marchent de façon plus sexy. Véritable étude. Et en fait, ils ont filmé ces femmes de derrière pendant qu'ils marchaient dans le couloir, pensant qu'elles étaient en route pour en faire un test, mais en fait, c'était le couloir qui comptait. Et ensuite, ils faisaient des échantillons de salive qu'ils faisaient analyser pour savoir où ils étaient dans le cycle. Et sans comité d'éthique. Pardon? Sans comité d'éthique. Sans le comité d'éthique. Oui, mais si l'étude n'a pas lieu, il n'y a pas violation d'éthique. Et donc, non mais, c'est génial, c'est génial. Si tu ne fais pas d'étude, aucune femme, les droits d'aucune femme n'étaient violés pendant l'exécution de cette étude parce qu'aucune femme n'était recrutée. Mais il a certainement dû mettre pour la forme dans l'article, il faut que je retrouve l'article, mais il a certainement dit comité d'éthique et le code de son laboratoire. Mais s'il y a eu analyse de salive, c'est-à-dire que quelque part, les échantillons ont été envoyés dans un labo. Ce n'est pas les étudiants qui ont payé ça avec l'argent de poche.
Et c'est ça que j'ai souligné au comité en disant, vous êtes des avocats, vous ne comprenez pas forcément tout ce qu'on vous raconte sur les méthodes d'analyse, sur les méthodes de recueil de données. Mais s'il vous plaît, demandez-lui, il a fait ses analyses en laboratoire. Où sont les reçus pour ce laboratoire? Ensuite, on n'a rien entendu et 1 an plus tard, j'ai entendu qu'il a été exculpé de tout, exonéré de tout. Ah, il t'a jamais su le reste de l'investigation, ni rien Moi, je suis simple témoin qui est plaignant. Ouais. Moi, c'est juste moi qui ai écrit tout le dossier. Ouais, Évidemment, je ne reçois rien. ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu en Je retires, toi, pense, je justement ne sais pas comment ça marche. Si j'aurais écrit un rapport, une dénonciation à la police, je pense que j'aurais reçu à la fin un rapport final. Moi, j'ai jamais rien reçu. Qu'est-ce que tu en retires, toi, finalement, de tous ces efforts que tu as mis dans l'investigation de cette recherche? Est-ce que tu es quand même amer du fait que ça se soit fini comme ça? Il est très tentant d'imaginer que quasi tout le monde est plus ou moins impliqué dans un vaste réseau de fraude. Je dis seulement, il est très tentant d'imaginer ainsi. Je me pose la question, à quoi ressemblerait le monde différemment à ce qu'on voit aujourd'hui si quasi tout le monde était impliqué dans un vaste réseau de fraude? Voici le type de questions que je pose. Ouais. Bah, tu peux aussi en fait poser la question connexe si tu veux, ou genre moi ma façon de le voir, tu vois, c'est de me dire, et en fait un système où il y a une perte de réputation de la part d'absolument tout le monde impliqué, du simple fait qu'il y a un cas de fraude, Ouais. bah, de toute façon ils vont couvrir le Oui, truc, oui. de toute façon. Et donc il y a en fait un réseau, et finalement en fait ça rentre un petit peu dans la définition d'un réseau de fraude. C'est juste que tout le monde ne fraude pas, mais c'est juste qu'ils sont couverts du fait. Ce n'est pas forcément un réseau où tout le monde Ouais. est en train de frauder, mais personne n'a intérêt. Voilà. C'est comme n'importe quelle entreprise quand on découvre que pendant 15 ans, ils étaient en train de verser du poison dans la rivière. Ouais. Beaucoup de gens qui le savaient, mais les gens qui le savaient n'osaient pas le dire. Bah oui. Regarde Theranos. Le cas Theranos, tout le monde le savait dans l'entreprise que c'était n'importe quoi. Ouais. Il travaillait sur quoi? Ouais. Et il a fallu un whistleblower qui a eu le courage de le dire que c'est l'entreprise, c'était de l'arnaque. Alors qu'elle faisait la. Mais il a dû passer par un journaliste investigateur du Wall Street Journal qui a passé 18 mois dessus. Bien sûr. Avec énormément de menaces juridiques, blablabla. Et Nick, par rapport à ça, je voulais aussi te poser cette question. Tu parles des journalistes, je saute sur l'occasion. Tu as parlé dans le cas précédent de BuzzFeed. Là, on a parlé de Le Monde avec, pour l'affaire Guéguin, cet article de Le Monde qui est vraiment la porte d'entrée vers qu'est-ce qui s'est passé dans le cas Guéguin. C'est quoi ton rapport, toi, avec les journalistes et en quoi les journalistes t'aident justement dans ton travail? Très souvent, l'implication des journalistes est le point de départ pour qu'il y ait quelque chose qui arrive de vraies conséquences. Sans Stephanie Lee, on n'aurait jamais eu parce que Cornell avait déjà dit oui, on a dit à Dr. Hansing de faire un peu plus attention. Et puis, quand elle lançait son truc, c'était ça et aussi les rétractations qu'il a eues dans les journaux JAMA. En fait, pour les universités américaines, les journalistes sont une étape intermédiaire pour arriver au Alumni Donation Office. Et apparemment, quelqu'un m'avait dit que les gens de Cornell, parce que quand tu es alumnus d'une université américaine, ils appellent tous les trimestres pour dire, vous voulez nous donner de l'argent. Ouais. Et apparemment, il y avait pas mal de gens qui disaient, écoute, il y a un gars qui a la une de ton website, visiblement, c'est une fraude. Et donc, parce que j'étais un peu déçu. Stéphanie est adorable et vraiment super journaliste de la science, mais j'étais un peu déçu que dans son histoire, il n'y avait que du p-hacking, parce que moi, je disais, et le plagiat et la fraude et le truc encore plus dur. Mais dans le rapport final de Cornell, ils ont dit qu'il a commis de la fabrication de données et plein d'autres choses. Donc, ils ont découvert beaucoup, mais je n'ai pas le droit de voir les détails. Et dans la lettre et dans le statement public, tu penses qu'ils ont remercié ou même mentionné l'existence de ceux qui ont attiré l'attention là-dessus?
Pas un mot. Parce qu'en fait, ils font leur investigation interne et ils préfèrent cacher tout. Mais ils auraient pu dire merci à ceux qui ont attiré notre attention sur ce problème. Rien du tout. Ouais. Rien du tout. Ce qui veut dire aussi que même c'est encore un point connexe, hein, ça veut dire aussi que pour la carrière des gens qui font de l'investigation, c'est extrêmement mauvais parce que ça, c'est du temps. C'est indirectement aussi de l'argent qui est dépensé et c'est du temps pas passé à publier quelque chose, etc., etc. Et en plus, à la fin, il n'y a même pas un merci, il n'y a même pas une note de pied de page. Comment est-ce qu'ensuite, sur un CV académique, tu arrives en fait à faire valoir le fait que même tu as fait tomber une énorme fraude dans le monde. En fait, il faut juste faire du bouche-oreille et il faut que tu ailles sur Twitter pour faire connaître le fait que tu as en fait que tu as travaillé pendant 2 ans non-stop sur quelque chose. Je commençais un jour, j'ai une section de mon CV, mais je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques temps, et je commençais à mettre des références, des articles qui ont été retractés à cause principalement de mon travail. Parce qu'il y a d'autres où tu es sur la périphérie, etc. Ouais. Bon, le critère, c'est si moi j'avais investigué, est-ce que l'article aurait été retracté? Et j'étais à 25 ou 30 et j'ai arrêté. Mais c'était toujours un peu pour le fun. Et donc, la version publique de mon CV, je n'inclus pas. Je fais un stop printing au bout avant cette section-là. Tu devrais peut-être. Hein. Mais moi, je serais intéressé, tu vois, des sections de CV comme je ça. crois qu'il n'est pas coïncidence que parmi les... Alors, on a adopté un peu, il y a un mot anglais, sleuth, qui est je ne sais pas, en journalisme en français, vous avez l'idée d'une second mention, quand vous mentionnez quelque chose pour la deuxième fois, vous êtes obligé d'utiliser un synonyme. Et dans le monde journalistique anglais, les data detectives, il faut utiliser le mot sleuth, qui est un mot d'argot années 30, qui veut dire détective. Plus personne qui l'utilise, mais c'est pratique pour les journalistes à la recherche d'un mot. Et on nous appelle maintenant les data sleuths et on a commencé, on est en train de l'adopter un peu comme certains groupes marginalisés adoptent le slur qu'on utilise contre eux. Et nous, c'est pas un sleuth, mais c'est juste un mot que je déteste. On nous appelle des sleuths. Et c'est pas étonnant, c'est pas surprenant peut-être que la plupart des sleuths, ou un grand nombre, ne sont pas la quasi-totalité que je connais ont des publications, ont un doctorat, mais quasi aucun n'est employé par une université. Parce que, comme dit, you don't shit where you eat. Il y a je dirais pas un omerta, mais il y a une silence du bon sens de ne pas critiquer les collègues parce qu'on est censé être collégial. Et on peut dire, oui, mais le non-collégialité, c'est celui qui fraude. Mais la fraude, ça se fait un peu au privé. On a eu des personnes qui j'ai proposé de venir dans ce podcast et qui ont refusé en disant que c'était pas forcément à l'aise avec les thématiques, sans dire que ça dérangeait vraiment leur position académique, etc. Non, mais admettons, tu ouvres la porte du bureau d'un collègue, il est en train de se branler. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à tout le monde, il était en train de brûler, ou tu fermes la porte et tu oublies. Et en fait, bon, la fraude, c'est pire que ça. Mais je dirais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Tu as découvert quelque chose de légèrement malheureux. Ou peut-être tu as découvert qu'il était juste en train de boire d'une bouteille de whisky avant de faire un cours. Et tu vas dire à tout le monde, écoute, j'ai vu, il est en train de boire tu vas voir le safety office. Bon, à la limite, je dirais, il ne devrait pas le faire. Mais à condition qu'il reste debout et qu'il ne vomit pas dans le cours, à la limite, c'est sans problème. Et pourtant. Et donc, c'est assimilé à ça. Assimilé à ça. Tu as découvert quelque chose que le gars ne devrait pas faire, mais c'est pas grave. Et je pense que d'ailleurs, c'est vrai de beaucoup de lieux de travail. Et il faut beaucoup d'académiques qui se plaignent de telle et telle chose. C'est parce qu'ils n'ont pas connu que d'autres aspects du monde du travail. Je fais mordre par les moustiques.
Sorry. Ah, ouais. Je ne vais pas dire ça sur le micro. Et la vie est ainsi. That's what happens. Et donc, il y a des gens qui fraudent avec leurs frais de déplacement, leurs frais de voyage. Tiens, je sais que lui, il m'a même dit, il a dit, Ouais. écoute, j'ai pris un taxi jusqu'à l'aéroport, mais finalement, c'est l'ami qui m'a ramené. Ouais. Tiens, ça fait 60 € de plus. Admettons que tu sais ça, tu vas le dénoncer? Évidemment, tu ne vas pas le dénoncer. Ouais. Oui, mais il y a une hypocrisie supplémentaire, je dirais, en tout cas dans certaines universités, dans le milieu universitaire, parce que personnellement, moi, j'ai fait on m'a demandé de suivre une formation obligatoire au Danemark sur l'éthique scientifique, avec, il y avait à la fin un QCM. Qu'est-ce que je fais si jamais je vois de la fraude? Ouais. Et qu'est-ce que je fais même si jamais je vois du p-hacking Ouais. ou des mauvaises pratiques scientifiques? Et alors, faut le rapporter à l'integrity officer et machin, Ouais. etc. Mais on sait tous, on remplit ça, on sait tous que personne ne le fera jamais, parce Ouais. que la personne qui le fait, alors même et on la paye en plus, cette formation, chaque personne qui fait la formation doit payer 50 balles à un organisme américain pour avoir la certification du fait qu'on a fait une formation éthique, etc., etc. On sait très bien que c'est la fin de la carrière immédiate pour quiconque rapporte le p-hacking d'un collègue. Ouais. C'est terminé, parce qu'effectivement, ça sera le manque de collégialité, je pense qu'on dit ça comme ça en Ouais. français, voilà, parce que tu te rends pas compte, surtout, alors, si jamais c'est un junior, c'est en général, voilà, moi je faisais mon postdoc, ça va être le postdoc à côté en général que je le vois, que je vois utiliser ces données n'importe comment, etc. Et si je vais voir l'integrity officer en disant mon collègue postdoc, il fait vraiment n'importe quoi avec ces Ouais. données, c'est moi, Nathanaël, je finis. je t'explique. Ouais. Laisse-moi expliquer comment ça marche. Vas-y. Laisse-moi expliquer comment. Non, mais c'est un peu comme. C'est légèrement comme les mafias. Ouais, C'est un peu. Let me explain. You're new here. Ouais.